La théorie polyvagale, épisode 1, système nerveux autonome et réaction au danger. Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'université de Metz. Bienvenue sur cette chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Nous allons parler aujourd'hui de la théorie polyvagale. Cette théorie est sortie tout droit de l'esprit génial de Stephen Porges, ou devrais-je dire, pour la circonstance, du système nerveux central de Stephen Porges, qui est un scientifique américain. Il est donc directeur fondateur du consortium de recherche sur le stress traumatique à l'université d'Indiana, professeur de psychiatrie à l'université de Caroline du Nord, professeur émérite à l'université de l'Illinois de Chicago, et à l'université du Maryland. Commençons par quelques généralités sur le système nerveux. Le système nerveux est divisé en deux catégories principales. Le système nerveux central, on voit en rose ce système nerveux central sur la photo, et le système nerveux périphérique, tout ce qui est en bleu. Ce système périphérique se subdivise lui-même en deux parties, le système somatique et le système nerveux autonome. C'est celui-là qui nous intéresse pour la théorie polyvagale. Le but du système nerveux autonome, c'est de nous maintenir en vie. Il assure les fonctions vitales de l'organisme. Comme son nom l'indique, autonome signifie qu'il agit automatiquement, c'est-à-dire sans le concours de notre volonté consciente. Ce système nerveux autonome se subdivise en trois grandes catégories. Le système entérique, dont nous n'allons pas parler, le système orthosympathique, qu'on appelle aussi plus généralement tout simplement le système sympathique, et le système parasympathique qui lui-même se subdivise, et nous le verrons, avec le nerf vague ventral et le nerf vague dorsal. Le système nerveux autonome est composé de plusieurs nerfs. Le plus important, c'est le nerf vague, qui est le 10e nerf crânien. C'est le plus long, c'est pour ça qu'il s'appelle vague. Vague vient de vagabond. Il prend sa racine à l'arrière du crâne, au niveau du tronc cérébral, et il descend jusqu'aux intestins en passant par les poumons, le cœur, le foie, l'estomac et la rate, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette petite animation. Ce que Stephen Porges a mis en évidence, c'est que le nerf vague se divise en deux branches, la branche ventrale et la branche dorsale. La branche ventrale s'occupe des organes situés au-dessus du diaphragme, c'est-à-dire le cœur, les poumons, le pharynx, le larynx, les cordes vocales et l'oreille interne, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Et la branche dorsale s'occupe des organes qui sont situés sous le diaphragme, c'est-à-dire le foie, la vésicule biliaire, l'intestin, la rate, la vessie et les reins. Pour mieux comprendre, prenons une métaphore. Le système sympathique ou orthosympathique pourrait être comparé à l'accélérateur d'une voiture. Le parasympathique, dans la branche ventrale du nerf vague, peut être comparé au frein pédale, et le parasympathique vague dorsal pourrait être comparé au frein à main, c'est-à-dire celui qu'on peut utiliser quand les freins lâchent. Imaginez-vous sur une plage au soleil. Vous êtes en sécurité, vous êtes en mode ventral, la branche ventrale de votre nerf vague du système parasympathique est activée. C'est le mode dans lequel vous avez le plus large éventail de comportements et de ressources cognitives, comme par exemple la concentration, de capacité de compréhension, de capacité d'apprentissage, de recul sur les choses. Vous avez aussi le plus grand éventail de ressources relationnelles, émotionnelles. C'est pour cela que on se retrouve à la base de cette pyramide inversée, sur sa base la plus large. Vous souriez, vous êtes dans l'interaction sociale. Vous êtes donc dans l'interaction sociale, disais-je. Vous réagissez calmement avec vos enfants. Vous êtes empathique. Vous êtes créatif, vous faites merveilleux pâtés de sable et de très beaux châteaux. Vous poussez même la chansonnette. Et vous êtes même capable de comprendre un mode d'emploi IKEA. Dans ce mode parasympathique vague ventrale, vous êtes et vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez détendu, vous êtes capable d'engagement social, de vous connecter avec les autres, vous êtes capable d'empathie, de tenter de comprendre le monde de l'autre, vous vous sentez plus créatif,
Vous avez des capacités d'apprentissage et de compréhension, et les émotions qui dominent, bien c'est le bien-être, le calme, la joie. Imaginons maintenant que vous vous amusiez, vous sautez sur la plage ou dans les vagues, vous jouez avec vos enfants ou vous faites un petit jogging. Lorsque vous courez sur une plage, vous avez besoin d'énergie. Et ce qui vous donne cette énergie, eh bien, c'est votre système sympathique, le système orthosympathique. C'est important donc de comprendre que les trois modes dont nous allons parler, le mode ventral, le mode sympathique et le mode dorsal, sont activés en même temps. Quand on parle d'un mode, qu'on dit qu'on est dans le mode dorsal ou quand on est dans le mode ventral, ça signifie que c'est ce mode-là qui est à l'avant-plan. Quand vous courez sur cette plage, vous êtes donc en sécurité, vous vous sentez bien, vous vous sentez motivé, investi, vous avez plein d'énergie et les émotions qui dominent, c'est l'enthousiasme et la joie. Vous êtes toujours sur la plage et la marée monte et la marée est vraiment très rapide. Vous ne vous sentez plus tout à fait en sécurité, mais pas vraiment en danger non plus. Votre orthosympathique va se mobiliser. Vous allez donc reprendre toutes vos petites affaires et quitter la plage. Votre cœur, à ce moment-là, probablement bat plus vite. Votre tension artérielle augmente, mais vous ne produisez pas d'hormones de stress parce que vous n'êtes pas vraiment en danger. Ce qui va prédominer, c'est l'énergie et la nervosité. Peut-être aussi un peu de tension. Imaginons maintenant que vous soyez sur cette plage pour une compétition sportive. Vous allez courir avec d'autres participants. Peut-être que vous sentez à la fois joyeux, il y a cette sorte de défi, mais peut-être aussi tendu et nerveux. Alors que vous êtes en train de quitter la plage, vous tombez sur une bande de loupards. Vous êtes en danger, vous avez peur, votre cœur commence à battre très très vite, votre pression artérielle augmente, votre corps sécrète des hormones de stress, de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol. Vous ne souriez plus, l'heure n'est plus au karaoké, vous êtes incapable de savoir dans quel sens tenir le mode d'emploi IKEA. Vous n'êtes plus dans l'empathie, la mort de la maman de Bambi ne vous fait plus sourciller, vous n'êtes plus capable d'apprendre le poème pour la fête des mères. Votre répertoire comportemental devient très limité et ce que vous faites, c'est fuir. Vous êtes jogger et donc vous allez y mettre toute votre force et courir le plus vite possible. Malgré toutes vos compétences de jogger, les loupards vous rattrapent. La fuite n'est plus possible, vous allez combattre, vous vous rappelez soudainement que vous êtes ceinture noire de karaté. Nous le voyons, la pyramide se rétrécit. Dans ce mode orthosympathique dérégulé, nous n'avons que deux choix, fuir, combattre. Et les émotions, c'est la peur, la colère, la fureur et la rage. C'est très important de souligner cet aspect de colère et d'agressivité. Quand on est en face d'un danger, on a besoin de cette agressivité pour combattre. Vous combattez, mais à un moment, vous n'êtes plus tout à fait vous-même, vous ne sentez plus vraiment la douleur, vous continuez à combattre, mais un peu comme un automate. Vous avez ce qu'on appelle communément en psychotraumatologie une réaction automatique, c'est-à-dire une réaction qui n'est plus le fruit d'une réflexion. Votre orthosympathique est toujours activé, mais vous commencez à activer un autre mode qui est le mode vague dorsale, le parasympathique vague dorsale. Vos freins commencent à lâcher et vous commencez à tirer le frein à main. Vous commencez à sentir que vous êtes dans un danger mortel, vous vous dissociez, vous avez une certaine anesthésie émotionnelle, vous ne ressentez plus les émotions et vous ne ressentez plus ou beaucoup moins la douleur, vous avez une perte de sensation. Ces réactions automatiques peuvent sembler adaptées à la situation. Par exemple, quelqu'un fuit un danger, même si cette fuite est une fuite panique, c'est-à-dire une fuite non réflexive, sans but, sans un but prédéterminé de quitter le danger. C'est vraiment en pilote automatique. Parfois, ces comportements peuvent paraître étranges par rapport à la situation. Nous allons voir ici une petite vidéo qui a été tournée en 1992 pendant les inondations à Vaison-la-Romaine et vous allez voir une dame qui balaye tranquillement son perron alors que des
voitures, des caravanes passent sous le pont devant chez elle et que des maisons s'effondrent juste à côté de la sienne. À un moment, un des loupards sort un revolver et vous le pointe sur la tempe. Vous êtes en danger mortel, vous tirez le frein à main, vous allez tomber en hypoactivation, c'est-à-dire que toute cette activation, cette hyperactivation de votre corps pour combattre va soudainement chuter, vos battements cardiaques vont diminuer, votre tension artérielle également, les masses sanguines vont quitter votre cerveau, ce qui va vous donner une sensation de confusion, de flou, de dissociation. Vous n'allez plus ressentir émotionnellement ce qui se passe, même physiquement, la douleur va diminuer. Si vous ressentez des émotions, ce sont des émotions de tristesse, de découragement, de désespoir. Vous allez vous figer, ce figement peut aller jusqu'à tomber dans les pommes, jusqu'à l'évanouissement. La plupart des personnes ne ressentent pas ou peu d'émotions à ce moment-là, mais en ressentent dans l'après-coup, c'est-à-dire elles se sentent souvent honteuses ou coupables de ne pas s'être défendues. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas nous qui décidons, c'est notre système neurologique qui décide pour nous de la meilleure façon de réagir en fonction de la circonstance, en fonction donc de la perception du danger. Et nous voyons donc maintenant tout le schéma avec cette pyramide avec une base dans le mode ventral avec beaucoup de ressources et ces ressources qui diminuent au fur et à mesure que le danger arrive et que ce danger devient de plus en plus intense et qu'il menace de plus en plus notre propre survie. Les personnes se culpabilisent de ne pas avoir agi ou réagi, mais l'entourage aussi parfois va dans ce sens. Et c'est notamment le cas dans les viols où la personne est considérée comme coupable de ne pas s'être défendue parce que cette compréhension du mode dorsal n'est pas encore bien comprise. Nous allons voir un petit extrait d'une série sous influence qui montre bien cela. Why didn't you report the rape in the first case if there was evidence? It's a big problem. And if there wasn't evidence, does that mean you didn't fight back? Why not? We see it the whole time. You ladies do make our job rather difficult. What are you thinking, Lawrence? Shall I tell you what's going on in your head biologically? There's a part of your brain, the amygdala, is telling you to do whatever you need to do to survive. It's like a siren. Survive, survive. So loud, in fact, it's drowning out your cerebral cortex, your logical brain. Your cortex knows, I'm not going to cut your throat. Why would I do that? My family's in enough trouble as it is. But the amygdala, it's pure instinct. It feels the damage this can do. It's no bigger than a peanut. You're taken by surprise, afraid for your life. We're programmed to do whatever will ensure our survival. And sometimes that's nothing. I think you've made your point. C'est important de considérer cette pyramide en échelle. On ne peut pas passer du mode ventral au mode dorsal sans passer par l'orthosympathique, par une activation orthosympathique. Et donc, c'est vrai dans un sens, c'est vrai quand on donc, descend l'échelle, c'est aussi vrai quand on remonte l'échelle. Une personne qui est dans le parasympathique vague dorsal ne peut pas revenir dans le ventral sans passer par cette étape, par cet échelon du sympathique. Nous allons voir une petite vidéo qui a été tournée en 2004 pendant le tsunami en Thaïlande et nous allons voir un monsieur sur la plage. Bon, c'est un tout petit point, la qualité n'est pas extraordinaire, mais on va voir ce petit point figé, ce monsieur figé qui n'essaye pas de fuir cette vague qui arrive et qui va donc l'emporter.
ไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นวิ่งแล้ว Ce mode dorsal, nous le partageons avec les animaux. Nous allons voir une petite vidéo. Un guépard a attrapé une antilope. Une hyène arrive et lui dispute sa proie. Elle s'apprête à la dévorer quand revient le guépard. Les deux prédateurs vont se chamailler et l'antilope qu'on croyait morte et qui est donc en fait en mode dorsal va se lever et va s'enfuir. Donc elle va réactiver son mode sympathique. Pour terminer, je voulais repréciser que donc tous ces modes ventral, dorsal et sympathique peuvent être activés en même temps et que le dorsal n'est pas que lié au danger mortel. Par exemple, si on est en connexion sociale, donc par exemple avec son partenaire, qu'on est immobile parce qu'on dort, on se met en cuillère, on est à la fois dans le dorsal immobile, à la fois dans la connexion sociale, donc à la fois dans l'activation du ventral. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la neuroception et de la régulation. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre de Stephen Porges et Deb Dana, Application clinique de la théorie polyvagale, l'émergence des thérapies polyvagales, publié chez Satas, et celui de Deb Dana, la théorie polyvagale en thérapie, engager le rythme de la régulation, chez Satas également. Donc Deb Dana est la collègue de Stephen Porges et elle a traduit tout ce qui est théorie polyvagale, tout ce qui est théorie en pratique psychothérapeutique. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne Résilience Psy. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager et à mettre un commentaire. Merci et à bientôt.